Heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition du Temps et du Temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, quel est l'état de santé de la Poste en communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale? Nos équipes vous proposent le tour ce soir des différents services postaux. Au Cameroun, c'est pratiquement activité en berne. La Poste au Cameroun fait face à la rude concurrence des agences de voyage et autres. En République centrafricaine, vous le verrez également dans cette édition du 20h. L'infrastructure, elle existe, des beaux bâtiments, mais une activité pratiquement en agonie. Même clichés également qui viendront, vous allez le constater dans cette édition du 20h, du Congo, pour faire le point de l'état de santé et une question fondamentale, la Poste aujourd'hui peut-elle résister à la dure concurrence lancée par les technologies de l'information et de la communication? Ce sera le grand dossier de cette édition du journal. Le journal qui parlera également de la présidentielle 2018 au Cameroun. Maître Akerimuna annonce sa candidature. La presse se déchaîne. La plupart des titres en kiosque ce matin n'ont pas spécialement enjolivé l'ancien bâtonnet. Les titres sont plutôt durs. D'aucuns parlent d'homme caméléon, de trahison, mais l'homme qui fait également tomber les masques à la suite de la crise anglophone. Nous allons vous proposer une lecture de ces titres assez durs pour le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle. Parlant justement de présidentielle, celle du Libéria se tient demain. La course à la succession d'Ellen Johnson est donc lancée. 20 candidats en lice qui ont pratiquement battu campagne sur les thèmes d'éducation, de formation et d'emploi, les questions des jeunes, 20 pour un fauteuil. Et parmi les candidats, Georges Opon-Weah, l'ancien international, ancien ballon d'or, déterminé à aller au bout de cette course. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Il y aura également dans cette édition du journal une page spéciale qui sera consacrée au décès, vous le savez maintenant, du patriarche Émile Onambele Zibi, décédé très tôt ce matin. Le temps de faire justement le tour des services postaux, en commençant par la Poste au Cameroun. Que vaut-elle aujourd'hui face à la dure concurrence lancée depuis plusieurs années maintenant par les technologies de l'information et de la communication? Peut-elle résister? Un tour réalisé dans quelques bureaux de poste à Yaoundé montre une activité pratiquement au point mort. La Poste camerounaise est en train de suffoquer. Michel Séré-Djoungi. Bureau de poste de Messa à Yaoundé ce lundi matin. L'ambiance est morose. Les guichets sont à l'attente de leurs occupants. Sur les deux opérationnels, l'un s'occupe de l'unique client enregistré pendant la trentaine de minutes que nous y avons passé. Personne ne répond à nos questions. Mais à l'extérieur, un citoyen ne cache pas son désintérêt vis-à-vis de la Poste. Je l'ignore depuis trop longtemps. Je ne m'intéresse plus. La Poste, à mon avis, n'a plus un grand rôle à jouer. À la Poste centrale de Yaoundé, l'on est accueilli par l'exposition des cartes postales. Non loin se trouve le box des lettres. Aucun usager en vue. Tout le concret à l'intérieur où l'on note la présence de plusieurs. Déposer le document au département à l'université. Bon, j'ai tout simplement besoin d'une enveloppe timbrée pour le faire. Je vais recommander un courrier qui doit arriver à l'instance que je ne peux pas arriver personnellement. Donc la Poste est la voie la plus autorisée à atteindre le sommet. Pour voir qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir un compte. Ici, les opérations financières sont les plus en vue avec l'épargne et le transfert d'argent. Le courrier de son côté bat de l'aile avec la disparition progressive de la lettre écrite. Ouais, il y a eu une baisse à un moment criard de l'activité postale. Tout simplement avec ces avènements de TIC. Si je vous dis aujourd'hui que le courrier n'a pas baissé d'intensité, c'est que je suis en train de mentir. Seuls les documents administratifs et ceux à destination de l'étranger font travailler le personnel. Le secteur des colis, par contre, a le vent en poupe avec l'avènement du commerce électronique. Ainsi qu'à l'heure actuelle, la plupart des opérateurs faisant dans le commerce électronique sont nos partenaires. C'est nous qui distribuons leurs objets qui vont des appareils électroménagers aux habits, aux chaussures, aux sacs. Dans que la lettre écrite a baissé en volume, on a vu l'augmentation presque exponentielle des colis postaux.
La Poste s'arrime ainsi aux avancées technologiques pour sa survie. L'un des concurrents les plus féroces de la Poste aujourd'hui est constitué par les agences de voyage. Au quartier Mvan, par exemple, qui regroupe plusieurs de ces agences, le service courrier est très sollicité. Ils sont nombreux, les Camerounais, qui font confiance à ces services express de courrier, parlant de leur rapidité, leur promptitude, mais également leur fiabilité, au détriment des vieux services postaux. Florent Zanga. Selon les usagers, rapidité et promptitude sont les deux atouts qui caractérisent les services de messagerie dans les agences de voyage. C'est plus rapide et sûr. On ne dérange pas trop ici. Je préfère les agences de voyage parce qu'elles sont plus rapides et plus rassurantes que la Poste. Lorsque vous envoyez un colis, vous êtes sûr qu'il arrivera à temps. Ici, il y a moins de tracasseries et les services sont moins coûteux. À certaines occasions, c'est le gré à gré qui juge du départ ou non d'un colis, bien différent de la Poste. Le courrier peut être disponible demain matin, ça t'arrange? Demain matin? Oui, avant 6h30. Avant 6h30? Oui. Ça vous arrange? Hein? Ça vous arrange? Oui, ça va. Vous allez payer 2 000 francs. Soko Egbe est commerçant à Yaoundé. Il a toujours envoyé ses mèches de forte valeur à son représentant de Bamenda par cette agence. Entre les deux, existe désormais une relation de confiance. À la Poste, peut-être je peux déposer quelque chose. Il y a d'abord certaines étapes qu'il faut faire avec le colis. Et il faut aussi une certaine quantité. Et on organise les choses de telles que si ça fait partie peut-être que dans une ville, dite Boya, on rassemble d'abord tous les colis qui partent à Boya d'abord, avant que ça puisse partir atteindre Boya. Mais l'agence de voyage, il suffit juste qu'il y ait les gens qui voyagent. Les gens vont toujours voyager. Raison évidente donc pour la confiance que font les clients à ces facteurs de proximité, à la fois salués par la clientèle, mais en même temps repoussés par l'administration qui leur délivre pourtant des documents officiels avec, pour prétexte, la concurrence déloyale. Nous, les petites agences de messagerie, nous sommes efficaces. Nous ne sommes que des partenaires de la Poste et nous ne pouvons pas faire une concurrence à la Poste. Nous ne pouvons que travailler, n'est-ce pas, à l'image de la Poste. C'est que la Poste nous demande, la Poste nous dicte, n'est-ce pas, comment on peut faire pour traiter le courrier et la messagerie. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre la Poste et les agences de voyage se trouvent des véritables bénéficiaires qui n'ont pas de documents légaux et qui exercent dans l'illégalité. Le constat est clair, la lettre Poste est en voie de disparition, le timbre Poste également. C'est le même constat que nos reporters ont effectué du côté de Brazzaville au Congo. La Poste se meurt également face à la rude concurrence qui est menée par l'électronique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Plus de vitesse, plus de fiabilité. Jean-Pierre Noah. La célébration de la journée mondiale de la Poste se tient tous les 9 octobre. Un événement qui n'échappe pas à la vigilance de certains. Je sais aujourd'hui c'est la journée mondiale de la Poste parce que c'est le 9 octobre. Comme je suis artiste à la Poste, je connais ça. Au point où certains n'avons pas du dos de la cuillère pour soutenir que la Poste garde sa place. Lorsque les gens demandent, supposons des inscriptions au niveau d'Europe, ils demandent les originaux de la copie. Là, à ce moment, forcément, il faut passer par la Poste. Vous pouvez soit chercher à envoyer un courrier où on vous demande, il faut mettre les coupons réponse. Obligatoirement, il faut venir à la Poste. Bon, c'est parce que les Congolais n'ont pas peut-être la mentalité d'écrire beaucoup. Sinon, la Poste fonctionne toujours. Seulement voilà, les techniques de l'information et de la communication se sont développées à un rythme vertigineux. Et du coup, la Poste congolaise a du plomb dans l'aile. Vraiment, la Poste, dans le temps, il y avait vraiment beaucoup de Blancs qui venaient à la Poste. Ils postaient des lettres, ils envoyaient des lettres. Mais l'ère actuelle, je vois maintenant les gens, s'ils ont besoin de communiquer la personne, ils commencent à communiquer par des portables, par des internets, c'est ça. C'est pour ça que je vois maintenant la Poste aujourd'hui, ça ne tient pas.
Et quand bien même les services postaux sont sollicités, c'est en général parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. De moins en moins, nous sollicitons les services de la poste. Ce matin, je suis venu ici au niveau de la poste faire un fax parce que à mon bureau, j'avais un problème de connexion. La connexion ne passait pas bien. Si j'avais cette connexion, je devais envoyer le document que je devais envoyer. Face aux profondes mutations propulsées par la technologie, la poste congolaise doit sans cesse s'adapter. Question de rester le levier de développement inclusif est l'une des composantes de l'économie de ce pays. Les couleurs jaune et bleu sont également perceptibles du côté de Bangui en République centrafricaine. Les services postaux connaissent pratiquement les mêmes problèmes qu'au Cameroun ou au Congo, sauf que là-bas, les infrastructures sont enviables, bien entretenues, même si à l'intérieur, c'est un vide total, un vide également pour ce qui est des activités. Ambroise Awano. Bon, ça a mis long, hein. Je n'ai pas pu poster quelque chose, une lettre à la poste. Oh, ça fait belle lurette, hein? Mais parce que la poste ne fonctionnait pas. Le refrain est pratiquement le même. Le secteur postal en République centrafricaine se porte mal. Il est même obsolète, dirait-on, voire vétuste au regard du constat fait. La poste, c'est un système qui est vétuste à l'heure actuelle. Là, tous les moyens sont déjà obsolètes. C'est déjà démodé. Cela se traduit ici par ce bureau de poste central de Bangui visité ce matin. Attention, ne vous fiez pas à ce gigantesque immeuble, puisqu'à l'intérieur, même pas l'ombre d'un client. Au guichet, tout est désespérément vide. Pour ce nombreux Centrafricains approchés, ils pensent que les services postaux de nos jours ne fournissent plus le rendement que ceux des nouvelles technologies numériques. Je suis avoir numérique, l'email ne consomme pas la poste. Il y a les SMS qu'on peut recevoir ça automatiquement. On ne peut pas attendre à ce qu'un courrier passe des semaines et des mois avant qu'il ne soit reçu. Cependant, s'il y en a ceux qui ne croient plus à la poste, d'autres par contre ont encore de la nostalgie. Mais nous souhaitons à ce que vraiment la poste revienne comme auparavant. La poste a de la peine à décoller en République centrafricaine. Mais une chose est sûre, les pouvoirs publics mettent sur pied des mécanismes pour que le secteur renaisse véritablement de ses cendres. D'où cet atelier de 3 jours qui a réuni les acteurs clés de ce secteur pour qu'au sorti de là, plusieurs recommandations soient prises et que le secteur postal en République centrafricaine ait une nouvelle configuration. On va rester en République centrafricaine pour vous présenter le cas d'une localité qui était contrôlée depuis quelque temps par des forces rebelles, un groupe armé dit-on Peul qui avait pris possession de cette localité. La MINUSCA a lancé des ultimata qui n'ont pas été suivis. Finalement, un assaut pour libérer la communauté et la cité a été lancé. Cet assaut s'est achevé avec succès, mais avec au passage un mort et un blessé du côté des occupants appartenant à ce groupe armé. Véronique Boudou. Un mort, un blessé grave et des dégâts collatéraux. C'est le bilan de l'opération menée à Bokaranga par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Il était question d'expulser de cette localité les éléments du groupe armé d'origine Peul dénommé 3R. Nous ne pouvons pas permettre que des groupes armés mettent en danger la sécurité des populations, d'où cette action de grande envergure. Il y a eu d'énormes progrès et cela grâce à la présence des casques bleus. Nous continuons sur cette lancée. Une opération menée grâce au déploiement de certains moyens. Quelques localités sont également inscrites dans cette ligne de mire de la MINUSCA. Pour le moment, il y a Bokaranga et Bank, n'est-ce pas? Et nous sommes présents ailleurs en ce moment sur Bangassou, sur la partie sud-est du pays. Et nous consolidons les acquis à Bambari. Objectif atteint, il ne reste plus que la sécurisation de la ville et ses environs afin d'empêcher le retour d'autres éléments et groupes armés, y compris les anti-Balaka. On parle également d'un groupe armé à l'est de la République démocratique du Congo. Ce serait un groupe djihadiste ougandais baptisé ADF qui sème la terreur, qui a justement planté une embuscade récemment contre des voyageurs. Une trentaine de morts à la suite d'un assaut lancé par l'armée régulière congolaise. Cette zone fait l'objet de plusieurs attaques de ce groupe armé. Vanessa Bindi. L'Est de la République démocratique du Congo continue de compter ses morts. Dans la nuit de samedi à dimanche, une trentaine de civils a été tués dans une embuscade menée par les militants à Goma.
Une énième attaque qui, selon les autorités congolaises, porte la signature des rebelles ougandais, des forces démocratiques alliées ADF et qui vise particulièrement des civils. Selon Boris Maelezo, député de la région des Reuters, ces assaillants, armés de machettes et de fusils, ont tendu une embuscade à des voyageurs qui ont été tués pour la plupart sur la route principale reliant Béni dans la province du Nord Kivu à la province de l'Ituri. Depuis plusieurs décennies, l'Est du Congo est le théâtre des tensions ethniques soulevées par des conflits. La région est également le principal producteur de coltan au monde, une matière utilisée pour la production de téléphones portables et d'autres produits électroniques. Rappelons que la République démocratique du Congo a fait face à de nombreuses autres attaques dans cette partie de son pays, notamment entre 2014 et 2016, où plus de 800 personnes ont perdu la vie. Parlons démocratie à présent avec la présidentielle libérienne qui se tient demain mardi. 20 candidats sont en compétition pour le fauteuil qu'occupait jusque-là Ellen Johnson. Une vingtaine de candidats avec des thématiques bien précises pendant la campagne électorale, éducation, formation, emploi des jeunes, entre autres. Parmi les 20 candidats, vous le savez certainement, il y a un nouveau candidat, Georges Opon-Weah, l'ancien Ballon d'Or, pour la présentation des forces en présence avant la grande course de demain. Sidoine Mankam. Ils sont 20 candidats en lice pour la présidentielle au Libéria prévue le 11 octobre. Parmi les grandes figures de cette présidentielle, on retrouve Joseph Boakai, vice-président sortant. Également le sénateur Georges Weah, légende du football et candidat malheureux face à Ellen Johnson en 2005, qui mise sur l'éducation et la formation professionnelle au cours de son mandat. À côté de ses favoris, il y a Alexander Cumming, nouveau sur la scène politique, ainsi que Charles Brunskin, un juriste et ancien de la politique au Libéria. L'unique femme à briguer la présidentielle est un ancien mannequin de 40 ans, Magdela Cooper, aujourd'hui à la tête d'une fondation humanitaire. Novice en politique, elle s'est démarquée pendant la campagne en se déclarant favorable au mariage homosexuel. Une prise de position risquée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest aux traditions conservatrices en matière de droits des minorités sexuelles et des femmes. La présidente sortante Ellen Johnson, quant à elle, ne briguera pas un autre mandat parce que n'étant plus éligible à cause de la limite du mandat présidentiel fixée par la Constitution. Le défi majeur de son successeur ne sera pas seulement de s'attaquer à la situation socio-économique, mais aussi de trouver des solutions aux problèmes des habitants des communautés qui se disent marginalisés depuis trop longtemps. Il devra aussi se pencher sur des questions de santé quand on sait que le pays a été secoué par de graves cas d'épidémie de maladie Ebola aux conséquences très lourdes. On parle également présidentielle au Cameroun. Elle aura lieu en 2018. Quelques candidatures sont déjà enregistrées. La dernière en date, celle de Maître Akeremouna, l'ancien bâtonnier qui a annoncé sa candidature. La presse camerounaise a abondamment relayé cette information avec des regards plutôt critiques qui n'ont pas spécialement enjolivé l'homme qui brigue ainsi le fauteuil présidentiel. Plusieurs qualificatifs ont été utilisés par la presse qui digère mal cette annonce de candidature. Salamatou Badian. Présidentielle 2018 au Cameroun, Maître Akeremouna, la pire des candidatures. Le quotidien L'Épervier ne s'est pas fait prier pour barrer ce titre à la une de son journal. Plus de doute pour lui, l'avocat au barreau laisse enfin tomber son masque, comme le martèle son confrère rouge, le journal L'Orphelin. Celui-ci va plus loin et parle même d'un pyromane politique, vendeur d'illusions, dont l'élection à la présidence du Cameroun fera plutôt reculer le pays de 20 années. Au quotidien L'Épervier d'appuyer le vrai visage d'un homme caméléon. Car selon le journal, le Cameroun a tout donné à cet homme qui a semé le désordre dans les deux régions anglophones du pays, incitant les populations à la révolte et à la désobéissance civile. Plus encore, son passé louche et son implication dans de nombreux scandales tant au Cameroun qu'à l'étranger le décrédibilisent assez. L'Orphelin dénonce par exemple la piraterie de nationalité, faisant référence aux origines nigérianes de l'ancien bâtonnier. Relevant aussi une famille Mona en vadrouille dont il serait le responsable de la désunion à cause de son égocentrisme avec lequel il veut poursuivre une hégémonie politique. Pour le quotidien Info Matin, c'est une insulte à la mémoire de son père, Salomon Tanden Mouna,
dont il ne fait aucune référence du rôle joué par ce dernier dans la construction du Cameroun réunifié. C'est le comble pour le quotidien Mutation, rejoint par le quotidien L'Émergence. Akeremouna a franchi le Rubicon en annonçant sa candidature à la prochaine joute électorale. Mutation fait vite de trouver une porte de sortie à cette candidature qui peut encore être déboutée par Elections Cameroun à la lumière du code électoral, même si l'avocat au barreau dit vouloir marcher vers une nouvelle république. Pendant ce temps, une autre république se veut créer dans la partie anglophone, avec comme président Sissekou Ayuk-Tabe, accusé d'avoir détourné 250 millions de francs CFA à la défunte AS Sonel. Un état de choses qui pousse le bi-hebdomadaire L'Essentiel à s'interroger sur ce dialogue imposé par les organisations internationales. Dialoguer maintenant avec qui et sur quoi encore? C'est plutôt le ton de l'apaisement qui est utilisé dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui poursuit encore ses grandes mobilisations de soutien au président de la République, président national du RDPC, le président Paul Biya. La grande mobilisation de l'Est s'est tenue à Bertoua. Les militants et sympathisants de cette formation politique ont marqué tout leur soutien au président de la République et ont dit non à la violence, à la haine et à la sécession. Marceline Toussier. C'est dans la permanence du parti RDPC de Bertoua que les forces vives, les ministres, sénateurs et militants convaincus du RDPC et venus de tous les 4 départements que compte la région de l'Est sont venus soutenir le président Paul Biya en disant avec fermeté non à la sécession, non à la division, non au désordre et oui à la paix. Pour un Cameroun uni et indivisible. Ils vont soutenir le président de la République, non seulement parce qu'il est le président national de notre parti, mais encore davantage parce qu'ils seront convaincus de ce que ces positions sont justes et sont prises dans l'intérêt du peuple camerounais. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC dans la région de l'Est soutient le président Paul Biya. Meeting convoqué par Mungisou Somba Janvier, chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour la région de l'Est, représenté par le ministre Bondé. Au cours de ce meeting, les exposés des différents chefs de délégation départementales, tels que les sénateurs Amama Benjamin, Danga Dinga, ont entretenu leurs frères sur le problème de la crise anglophone et ont condamné la sécession et la violence. Ils ont aussi demandé au président de la République d'accélérer le processus de décentralisation. Dans sa prise de parole, le ministre Bondé, qui représentait le chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'Est, Mungisou Somba Janvier, a demandé à ses frères et sœurs de ne pas céder à ces vendeurs d'illusions et aux caprices de ces marchandeurs de rêves. Cette cérémonie s'est achevée par la lecture de la motion de soutien adressée au président de la République, son Excellence Paul Biya, remise au gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvogo, dans ses services afin qu'elle soit transmise à qui de droit. Et au niveau de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, on a entendu des voix parler du consensus au sortir du 7e congrès qui s'est tenu le week-end dernier et qui a conduit des nouveaux hommes au bureau exécutif. Une présidente prend les rênes de l'UPC avec Baleguel Nkot comme secrétaire général. C'est pratiquement une ère nouvelle qui s'ouvre dans cette formation politique. Machouamba. C'est un 7e congrès ordinaire très couru de l'UPC, mais sous fond de tension qui a pris fin tôt ce matin au palais des congrès de Yaoundé. Une assemblée générale élective qui a connu le renouvellement des textes du parti, mais aussi l'entrée de nouvelles têtes dans l'exécutif pour présider aux destinées du parti. Un congrès qui a vu des délégations arriver de tout le territoire national pour rompre avec le désordre et les malentendus perceptibles ces derniers temps. Vous savez bien avec des querelles qu'il y a dans l'UPC, la lutte des leadership, donc ça va se décider aujourd'hui. Lors de cette grande messe de l'âme immortelle du Cameroun, le choix du secrétariat général s'est définitivement porté sur Pierre Baleguel Nkot, fils d'Union Ekele, et résultat d'un consensus entre une génération qui voulait en découdre et certains caciques du parti. 376 voix pour Pierre Baleguel, contre 213 pour le candidat sortant, Luka Basile, et 63 voix pour le professeur Ogbelen. Face aux tergiversations et aux bagarres rangées des hommes, une femme telle le 3e larron de la fable de La Fontaine
ravit la présidence du parti à tous. Il s'agit d'Abiba Issa, très présente dans la mobilisation et auprès des femmes de l'UPC. Pour une fois, le leadership échappe aux hommes à la présidence du parti. J'ai décidé, après ces longs problèmes, après ces longs conflits de l'UPC, il faut la femme pour mettre de la paix, pour apaiser les tensions. Les hommes qui ont jusqu'ici laissé très peu d'espace aux femmes. C'est donc une UPC réconciliée avec elle-même et débarrassée des oripeaux dont la corruption et le détournement de fonds de l'équipe sortante et qui ont fortement émaillé l'organisation de ce 7e congrès qui va à la conquête des nouveaux défis du Cameroun. Vous l'avez certainement appris, le patriarche du Fundi au Nambelezibi est décédé très tôt ce matin, 73 ans, très controversé dans ses prises de position, très adulé également. C'est un homme qui a marqué son passage sur le plan politique traditionnel, mais également sur le plan sportif à son domicile ce matin. C'était la grande tristesse. Norbert Ebodé. Le téléphone vissé à l'oreille, Mireille Marie-Laure Oruna, les yeux embués de larmes, n'en revient pas. Les photos de son défunt père, encadrées de bougies et disposées ça et là à partir de l'entrée du domicile du défunt, attestent de la douleur qui l'étreint depuis les premières heures de ce lundi. Difficile pour elle de se confier à notre caméra. Dans les autres coins et recoins de la maison familiale, la même tristesse se lit sur plusieurs visages. Malgré le choc de cette disparition, la parole est libérée pour parler du défunt. C'était un homme public, c'était un ami, c'était un grand-père, c'était un oncle. Il était tout, non pas seulement pour la famille, mais pour le pays en général. C'est quelqu'un qui était ouvert. Ça fait 2 semaines que j'étais ici. Il était assis derrière moi, on a beaucoup causé. Et on a bien causé, très bien. Il était toujours question que vraiment, il m'a fait savoir que voici ma maison, elle n'est pas finie. Il faut que tu t'arranges que vraiment, avec le moment qui vient, qu'on finisse cette maison. Mais Onambelezibi n'avait pas que son franc-parler comme arme. Il avait plus d'un tour dans son sac. Le balai incessant des visiteurs ayant appris sa disparition le démontre à loisir. D'un homme multidimensionnel, hein? Un homme qui n'avait pas sa langue dans la poche. Oui, c'est-à-dire que un homme qui n'était pas rancunier, qui se fâchait comme tout le monde, mais qui après oubliait tout. Et toujours prêt à aider, à intervenir. C'est-à-dire que quand il fallait rendre service, il était toujours prêt à rendre service. C'est un fils que nous perdons, qui avait beaucoup de respect pour nous les oncles. Le Tenga de soi avait de respect pour tout le monde. C'est quelqu'un qui était très attaché à la tradition. Si aucune information ne filtre sur la date officielle des obsèques de ce patriarche du Fundi, rappelons qu'il sera inhumé ici, à Febe Village, aux côtés de ses parents, partis très tôt pour l'éternité. Beaucoup l'appelaient homme courage. Il devrait servir de modèle pour les jeunes, disent quelques autres patriarches rencontrés par nos équipes. On salue au passage son charisme, son franc-parler. Beaucoup de qualificatifs, en tout cas, pour ce qui est des bonnes qualités d'Émile Onambelezibi. Mais beaucoup pensent également qu'il aura été un homme au cœur de plusieurs controverses. Mélanie Bibanga. Celui qui était encore jusqu'à 2h27 ce matin du 9 octobre 2017, président de l'association des clubs d'élite du Cameroun n'est plus. Émile Onambelezibi, le patriarche Mvogbeti, l'homme qui avait pour habitude d'adresser des lettres au président de la République pour ceux qui l'ont côtoyé, était un rassembleur. Personnellement, je ne peux parler que d'Onambelezibi que le public ne connaît pas, c'est-à-dire le visiteur du soir. C'était donc un homme affable, un homme attentionné, un homme qui savait aller à la rencontre de ses cadets. Outre cette aptitude à réunir, il était un passionné de la tradition Béti et s'est érigé en gardien de celle-ci. C'était un pur Béti,
qui voulait qu'on revienne aux traditions. Redouté et respecté pour son franc-parler, le patriarche avait du mal à se faire comprendre au sein de l'élite du Mfundi. Qui acceptait la critique, qui prodiguait des conseils, qui acceptait que l'on puisse avoir des mots déplacés vis-à-vis de lui. Parce que justement, comme patriarche, il devait défendre tous les enfants du Mfundi. C'est ce qu'il a fait. Alors, une jeune génération, celle-là constituée plutôt d'élite, n'a pas compris qui était véritablement Onambele Zibi parce qu'elle n'a pas fréquenté Onambele Zibi dans son intimité. Un franc-parler qui, jusqu'à ces dernières minutes, lui a valu des polémiques. Nous avons eu les derniers problèmes avec le tonnerre. Il se trouvait que, et je pense qu'il était bien introduit à la FECAFOOT, il se trouvait que le tonnerre d'Onambele qui n'avait pas été agréé par la Ligue pour des raisons bien précises, celui qui avait les licences. Tout compte fait, les fils et filles du département du Mfundi sont conscients que la disparition d'Onambele Zibi est semblable à une bibliothèque qui brûle. Ils espèrent que son courage va inspirer la famille Betty qui laisse orpheline et la famille sportive dans laquelle il a toujours su apporter du sien. Et vous parlez justement du sport et ces championnats d'Afrique de volleyball féminin qui se déroulent ici à Yaoundé. Cette belle victoire des Lions indomptables, 3-7-1 face à la sélection algérienne. Le match vient de s'achever du côté du palais des sports de Yaoundé. Signalons également pour ce qui est de cette CAN de volleyball dames, les rencontres se sont poursuivies aujourd'hui. Le Kenya a été la première équipe à obtenir son ticket pour les demi-finales. Les tenants du titre ont enchaîné une troisième victoire de suite en éliminant la République démocratique du Congo 3-7-0. Et toujours dans le groupe B, le Sénégal a créé la sensation en venant à bout de la Tunisie sur le score de 3-7-1. Et pour compléter ce tableau des résultats, cette victoire, vous le savez maintenant, des Lions indomptables face à la sélection algérienne 3-7-1. Les Lions qui prennent donc le chemin des demi-finales. Voilà, c'est ici que se referme cette édition du 20h. Prochain grand rendez-vous sur la télévision africaine comme tous les lundis 21h. Le débat chrétien avec Thomas Mbega. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne télévision. Bonne soirée à tous. On va rester en République centrafricaine pour vous présenter le cas d'une localité qui était contrôlée depuis quelque temps par des forces rebelles, un groupe armé dit-on Peul qui avait pris possession de cette localité. La MINUSCA a lancé des ultimatas qui n'ont pas été suivis. Finalement, un assaut pour libérer la communauté et la cité a été lancé. Cet assaut s'est achevé avec succès, mais avec au passage un mort et un blessé du côté des occupants appartenant à ce groupe armé. Véronique Mboudou. Un mort, un blessé grave et des dégâts collatéraux. C'est le bilan de l'opération menée à Bokaranga par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Il était question d'expulser de cette localité les éléments du groupe armé d'origine Peul dénommé 3R. Nous ne pouvons pas permettre que des groupes armés mettent en danger la sécurité des populations, d'où cette action de grande envergure. Il y a eu d'énormes progrès et cela grâce à la présence des casques bleus. Nous continuons sur cette lancée. Une opération menée grâce au déploiement de certains moyens. Quelques localités sont également inscrites dans cette ligne de mire de la MINUSCA. Pour le moment, il y a Bokaranga et Bank, n'est-ce pas? Et nous sommes présents ailleurs en ce moment. Sur Bangassou, sur la partie sud-est du pays et nous consolidons les acquis à Bambari. Objectif atteint, il ne reste plus que la sécurisation de la ville et ses environs afin d'empêcher le retour d'autres éléments et groupes armés, y compris les anti-Balaka.
On parle également d'un groupe armé à l'est de la République démocratique du Congo. Ce serait un groupe djihadiste ougandais baptisé ADF qui sème la terreur, qui a justement planté une embuscade récemment contre des voyageurs. Une trentaine de morts à la suite d'un assaut lancé par l'armée régulière congolaise. Cette zone fait l'objet de plusieurs attaques de ce groupe armé. Vanessa Bindi. L'Est de la République démocratique du Congo continue de compter ses morts. Dans la nuit de samedi à dimanche, une trentaine de civils a été tuée dans une embuscade menée par les militants à Goma. Une énième attaque qui, selon les autorités congolaises, porte la signature des rebelles ougandais, des forces démocratiques alliées ADF et qui vise particulièrement des civils. Selon Boris Maelezo, député de la région des Reuters, ces assaillants, armés de machettes et de fusils, ont tendu une embuscade à des voyageurs qui ont été tués pour la plupart sur la route principale reliant Beni dans la province du Nord Kivu à la province de l'Ituri. Depuis plusieurs décennies, l'Est du Congo est le théâtre des tensions ethniques soulevées par des conflits. La région est également le principal producteur de coltan au monde, une matière utilisée pour la production de téléphones portables et d'autres produits électroniques. Rappelons que la République démocratique du Congo a fait face à de nombreuses autres attaques dans cette partie de son pays, notamment entre 2014 et 2016, où plus de 800 personnes ont perdu la vie. Parlons démocratie à présent avec la présidentielle libérienne qui se tient demain mardi. 20 candidats sont en compétition pour le fauteuil qu'occupait jusque-là Ellen Johnson. Une vingtaine de candidats avec des thématiques bien précises pendant la campagne électorale, éducation, formation, emploi des jeunes, entre autres. Parmi les 20 candidats, vous le savez certainement, il y a un nouveau candidat, Georges Opon-Weah, l'ancien Ballon d'Or, pour la présentation des forces en présence avant la grande course de demain. Sidoine Mankam. Ils sont 20 candidats en lice pour la présidentielle au Libéria prévue le 11 octobre. Parmi les grandes figures de cette présidentielle, on retrouve Joseph Boakai, vice-président sortant. Également le sénateur Georges Weah, légende du football et candidat malheureux face à Ellen Johnson en 2005, qui mise sur l'éducation et la formation. De vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition du temps et du temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, quel est l'état de santé de la Poste en Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale? Nos équipes vous proposent le tour ce soir des différents services postaux au Cameroun. C'est pratiquement activité en berne. La Poste au Cameroun fait face à la rude concurrence des agences de voyage et autres. En République centrafricaine, vous le verrez également dans cette édition du 20h. L'infrastructure, elle existe, des beaux bâtiments, mais une activité pratiquement en agonie. Même clichés également qui viendront, vous allez le constater dans cette édition du 20h, du Congo, pour faire le point de l'état de santé et une question fondamentale, la Poste aujourd'hui peut-elle résister à la dure concurrence lancée par les technologies de l'information et de la communication? Ce sera le grand dossier de cette édition du journal. Le journal qui parlera également de la présidentielle 2018 au Cameroun. Maître Akerimuna annonce sa candidature. La presse se déchaîne. La plupart des titres en kiosque ce matin n'ont pas spécialement enjolivé l'ancien bâtonnet. Les titres sont plutôt durs. D'aucuns parlent d'homme caméléon, de trahison, mais l'homme qui fait également tomber les masques à la suite de la crise anglophone. Nous allons vous proposer une lecture de ces titres assez durs pour le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle. Parlant justement de présidentielle, celle du Libéria se tient demain. La course à la succession d'Ellen Johnson est donc lancée. 20 candidats en lice
listes qui ont pratiquement battu campagne sur les thèmes d'éducation, de formation et d'emploi, les questions des jeunes, 20 pour un fauteuil. Et parmi les candidats, Georges Opon-Weah, l'ancien international, ancien ballon d'or, déterminé à aller au bout de cette course. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. On verra également dans cette édition du journal une page spéciale qui sera consacrée au décès, vous le savez maintenant, du patriarche Émile Onambele Zibi, décédé très tôt ce matin. Le temps de faire justement le tour des services postaux, en commençant par la Poste au Cameroun. Que vaut-elle aujourd'hui face à la dure concurrence lancée depuis plusieurs années maintenant par les technologies de l'information et de la communication? Peut-elle résister? Un tour réalisé dans quelques bureaux de poste à Yaoundé montre une activité pratiquement au point mort. La Poste camerounaise est en train de suffoquer. Michel Cyril Djoungi. Bureau de poste de Messa à Yaoundé ce lundi matin. L'ambiance est morose. Les guichets sont à l'attente de leurs occupants. Sur les deux opérationnels, l'un s'occupe de l'unique client enregistré pendant la trentaine de minutes que nous y avons passé. Personne ne répond à nos questions. Mais à l'extérieur, un citoyen ne cache pas son désintérêt vis-à-vis de la Poste. Je l'ignore depuis pas longtemps. Je ne m'intéresse plus. La Poste, à mon avis, n'a plus un grand rôle à jouer. À la Poste centrale de Yaoundé, l'on est accueilli par l'exposition des cartes postales. Non loin se trouve le box des lettres. Aucun usager en vue. Tout le concret à l'intérieur où l'on note la présence de plusieurs. Déposer le document au département à l'université. Bon, j'ai tout simplement besoin d'une enveloppe timbrée pour le faire. Formation professionnelle au cours de son mandat. À côté de ses favoris, il y a Alexander Cumming, nouveau sur la scène politique, ainsi que Charles Brunskin, un juriste et ancien de la politique au Libéria. L'unique femme à briguer la présidentielle est un ancien mannequin de 40 ans, Magdela Cooper, aujourd'hui à la tête d'une fondation humanitaire. Novice en politique, elle s'est démarquée pendant la campagne en se déclarant favorable au mariage homosexuel. Une prise de position risquée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest aux traditions conservatrices en matière de droits des minorités sexuelles et des femmes. La présidente sortante Ellen Johnson, quant à elle, ne briguera pas un autre mandat parce que n'étant plus éligible à cause de la limite du mandat présidentiel fixée par la Constitution. Le défi majeur de son successeur ne sera pas seulement de s'attaquer à la situation socio-économique, mais aussi de trouver des solutions aux problèmes des habitants des communautés qui se disent marginalisés depuis trop longtemps. Il devra aussi se pencher sur des questions de santé quand on sait que le pays a été secoué par de graves cas d'épidémie de maladie Ebola aux conséquences très lourdes. On parle également présidentielle au Cameroun. Elle aura lieu en 2018. Quelques candidatures sont déjà enregistrées. La dernière en date, celle de Maître Akeremouna, l'ancien bâtonnier qui a annoncé sa candidature. La presse camerounaise a su abondamment relayer cette information avec des regards plutôt critiques qui n'ont pas spécialement enjolivé l'homme qui brigue ainsi le fauteuil présidentiel. Plusieurs qualificatifs ont été utilisés par la presse qui digère mal cette annonce de candidature. Salamatou Badian. Présidentielle 2018 au Cameroun, Maître Akeremouna, la pire des candidatures. Le quotidien L'Épervier ne s'est pas fait prier pour barrer ce titre à la une de son journal. Plus de doute pour lui, l'avocat au barreau laisse enfin tomber son masque, comme le martèle son confrère rouge, le journal L'Orphelin. Celui-ci va plus loin et parle même d'un pyromane politique, vendeur d'illusions, dont l'élection à la présidence du Cameroun fera plutôt reculer le pays de 20 années. Au quotidien L'Épervier d'appuyer le vrai visage d'un homme caméléon. Car selon le journal, le Cameroun a tout donné à cet homme qui a semé le désordre dans les deux régions anglophones du pays, incitant les populations à la révolte et à la désobéissance civile. Plus encore, son passé louche et son implication dans de nombreux scandales tant au Cameroun qu'à l'étranger le décrédibilisent assez. L'Orphelin dénonce par exemple la piraterie de nationalité, faisant référence aux origines nigérianes de l'ancien bâtonnier. Relevant aussi une famille Mona en vadrouille dont il serait le responsable de la désunion
à cause de son égocentrisme avec lequel il veut poursuivre une hégémonie politique. Pour le quotidien Info Matin, c'est une insulte à la mémoire de son père, Salomon Tandem Mouna, dont il ne fait aucune référence du rôle joué par ce dernier dans la construction du Cameroun réunifié. C'est le comble pour le quotidien Mutation, rejoint par le quotidien L'Émergence. Akere Mouna a franchi le Rubicon en annonçant sa candidature à la prochaine joute électorale. Mutation fait vite de trouver une porte de sortie à cette candidature qui peut encore être déboutée par Elections Cameroun à la lumière du code électoral, même si l'avocat au barreau dit vouloir marcher vers une nouvelle république. Pendant ce temps, une autre république se veut créer dans la partie anglophone, avec comme président Sissekou Ayuk-Tabé, accusé d'avoir détourné 250 millions de francs CFA à la défunte AES Onel. Un état de choses qui pousse le bi-hebdomadaire L'Essentiel à s'interroger sur ce dialogue imposé par les organisations internationales. Dialoguer maintenant avec qui et sur quoi encore? C'est plutôt le ton de l'apaisement qui est utilisé dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui poursuit encore ses grandes mobilisations de soutien au président de la République, président national du RDPC, le président Paul Biya. La grande mobilisation de l'Est s'est tenue à Bertoua. Les militaires... C'est qu'entre la Poste et les agences de voyage se trouvent des véritables bénéficiaires qui n'ont pas de documents légaux et qui exercent dans l'illégalité. Le constat est clair, la lettre poste est en voie de disparition, le timbre poste également. C'est le même constat que nos reporters ont effectué du côté de Brazzaville au Congo. La poste se meurt également face à la rude concurrence qui est menée par l'électronique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Plus de vitesse, plus de fiabilité. Jean-Pierre Noir. La célébration de la journée mondiale de la poste se tient tous les 9 octobre. Un événement qui n'échappe pas à la vigilance de certains. Ouais, je sais, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la Poste parce que c'est le 9 octobre. Comme je suis artiste à la Poste, je connais ça. Au point où certains ne vont pas du dos de la cuillère pour soutenir que la Poste garde sa place. Lorsque les gens demandent, supposons des inscriptions au niveau d'Europe, ils demandent les originaux de la copie. Là, à ce moment, forcément, il faut passer par la Poste. Vous pouvez soit chercher à envoyer un courrier où on vous demande, il faut mettre les coupons réponse. Obligatoirement, il faut venir à la Poste. Bon, c'est parce que les Congolais n'ont pas peut-être la mentalité d'écrire beaucoup. Sinon, la Poste fonctionne toujours. Seulement voilà, les techniques de l'information et de la communication se sont développées à un rythme vertigineux. Et du coup, la Poste congolaise a du plomb dans l'aile. Vraiment, la Poste, dans le temps, il y avait vraiment beaucoup de Blancs qui venaient à la Poste. Ils postaient des lettres, ils envoyaient des lettres. Mais l'ère actuelle, je vois maintenant les gens, s'ils ont besoin de communiquer la personne, ils commencent à communiquer par des portables, par des internets, c'est ça. C'est pour ça que je vois maintenant la Poste aujourd'hui, ça ne tient pas. Et quand bien même les services postaux sont sollicités, c'est en général parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. De moins en moins, nous sollicitons les services de la Poste. Ce matin, je suis venu ici au niveau de la Poste faire un fax parce que à mon bureau, j'avais un problème de connexion. La connexion ne passait pas bien. Si j'avais cette connexion, je devais envoyer le document que je devais envoyer. Face aux profondes mutations propulsées par la technologie, la Poste congolaise doit sans cesse s'adapter. Question de rester le levier de développement inclusif est l'une des composantes de l'économie de ce pays. Les couleurs jaune et bleu sont également perceptibles du côté de Bangui en République centrafricaine. Les services postaux connaissent pratiquement les mêmes problèmes qu'au Cameroun ou au Congo, sauf que là-bas, les infrastructures sont enviables, bien entretenues, même si à l'intérieur, c'est un vide total, un vide également pour ce qui est des activités. Ambroise Awano. Oh, ça a mis long, hein. Je n'ai pas pu poster quelque chose, une lettre à la poste. Oh, ça fait belle lurette, hein? Mais parce que la poste ne fonctionnait pas. Le refrain est pratiquement le même. Le secteur postal en République centrafricaine se porte mal. Il est même obsolète, dirait-on, voire vétuste au regard du constat fait. La poste, c'est un système qui est vétuste à l'heure actuelle. Là, tous les moyens sont déjà obsolètes. C'est déjà démodé. Cela se traduit ici par ce bureau de poste central de Bangui visité ce matin. Attention, ne vous fiez pas à ce gigantesque immeuble, puisqu'à l'intérieur, même pas l'ombre d'un client. Au guichet, tout est désespérément vide. Pour ce nombreux Centrafricains approchés, ils pensent que les services postaux de nos jours
ne fournissent plus le rendement que ceux des nouvelles technologies numériques. Je suis avant au numérique, l'email ne consomme pas la poste. Il y a les SMS qu'on peut recevoir ça automatiquement. On ne peut pas attendre à ce qu'un courrier passe des semaines et des mois avant qu'il ne soit reçu. Cependant, s'il y en a ceux qui ne croient plus à la poste, d'autres par contre ont encore de la nostalgie. Mais nous souhaitons à ce que vraiment la poste revienne comme auparavant. La poste a de la peine à décoller en République centrafricaine. Mais une chose est sûre, les pouvoirs publics mettent sur pied des mécanismes pour que le secteur renaisse véritablement de ses cendres. D'où cet atelier de 3 jours qui a réuni les acteurs clés de ce secteur pour qu'au sorti de là, plusieurs recommandations soient prises et que le secteur postal en République centrafricaine ait une nouvelle configuration. Je vais recommander un courrier qui doit arriver à l'instance que je ne peux pas arriver personnellement. Donc la poste est la voie la plus autorisée à atteindre le sommet. Pour voir qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir un compte. Ici, les opérations financières sont les plus en vue avec l'épargne et le transfert d'argent. Le courrier de son côté bat de l'aile avec la disparition progressive de la lettre écrite. Après, il y a eu une baisse à un moment criard de l'activité postale. Tout simplement avec ces avènements de TIC. Si je vous dis aujourd'hui que le courrier n'a pas baissé d'intensité, c'est que je suis en train de mentir. Seuls les documents administratifs et ceux à destination de l'étranger font travailler le personnel. Le secteur des colis, par contre, a le vent en poupe avec l'avènement du commerce électronique. Ainsi qu'à l'heure actuelle, la plupart des opérateurs faisant dans le commerce électronique sont nos partenaires. C'est nous qui distribuons leurs objets qui vont des appareils électroménagers aux habits, aux chaussures, aux sacs. Dans que la lettre écrite a baissé en volume, on a vu l'augmentation presque exponentielle des colis postaux. La Poste s'arrime ainsi aux avancées technologiques pour sa survie. L'un des concurrents les plus féroces de la Poste aujourd'hui est constitué par les agences de voyage. Au quartier Van, par exemple, qui regroupe plusieurs de ces agences, le service courrier est très sollicité. Ils sont nombreux, les Camerounais, qui font confiance à ces services express de courrier, parlant de leur rapidité, leur promptitude, mais également leur fiabilité, au détriment des vieux services postaux. Florent Zanga. Selon les usagers, rapidité et promptitude sont les deux atouts qui caractérisent les services de messagerie dans les agences de voyage. C'est plus rapide et sûr. On ne dérange pas trop ici. Je préfère les agences de voyage parce qu'elles sont plus rapides et plus rassurantes que la poste. Lorsque vous envoyez un colis, vous êtes sûr qu'il arrivera à temps. Ici, il y a moins de tracasseries et les services sont moins coûteux. À certaines occasions, c'est le gré à gré qui juge du départ ou non d'un colis, bien différent de la poste. Le courrier peut être disponible demain matin, ça t'arrange? Demain matin? Oui, avant 6h30. Avant 6h30? Oui. Ça vous arrange? Hein? Ça vous arrange? Oui, ça va. Ça le fait 2000 francs. Soko Egbe est commerçant à Yaoundé. Il a toujours envoyé ses mèches de forte valeur à son représentant de Bamenda par cette agence. Entre les deux, existe désormais une relation de confiance. À la poste, peut-être je peux déposer quelque chose. Il y a d'abord les choses, il y a d'abord certaines étapes qu'il faut faire avec le colis. Et il faut aussi une certaine quantité. Et on organise les choses de telles que si ça fait partie peut-être que dans une ville dite Buea, on rassemble d'abord tous les colis qui partent à Buea d'abord, avant que ça puisse partir atteindre Buea. Mais l'agence de voyage, il suffit juste qu'il y ait les gens qui voyagent. Les gens vont toujours voyager. Raison évidente donc pour la confiance que font les clients à ces facteurs de proximité, à la fois salués par la clientèle, mais en même temps repoussés par l'administration qui leur délivre pourtant des documents officiels avec, pour prétexte, la concurrence déloyale. Nous, les petites agences de messagerie, nous sommes efficaces. Nous ne sommes que des partenaires de la Poste et nous ne pouvons pas faire une concurrence à la Poste. Nous ne pouvons que travailler, n'est-ce pas, comment je vais dire, à l'image de la Poste. C'est que la Poste nous
demande, la Poste nous dicte, n'est-ce pas, comment on peut faire pour traiter le courrier et la messagerie. Le moins que l'on puisse dire,